Enfin, aux représentants de l'Union africaine, son Excellence qui n'est pas là, qui a sorti toutes les vérités qu'il fallait sortir concernant l'Afrique. Avant d'intervenir sur un sujet hautement scientifique, je vais compléter ma présentation. On a beaucoup insisté sur mes attributs de mathématicien, c'est vrai. Je suis de formation, de cette formation. Mais je voudrais quand même énoncer deux attributs qui me tiennent à cœur. C'est que, étant étudiant, nous avons été les membres fondateurs du MINACAD. MINACAD, Mouvement international négro-africain Cheikh Anta Diop. Nous avons fait vibrer les banlieues françaises dans ce temps avec des discours, avec des conférences et des salles pleines à craquer comme aujourd'hui. Vous vous souvenez d'un certain Gomez, certainement, l'orateur en chef. Je tiens aussi à donner un de mes attributs. Je suis actuellement dans l'école créée par notre collègue qui est ici présent, Traoré, qu'on appelle Kemet Mat, et je suis le professeur attitré pour l'enseignement des hiéroglyphes. Vous êtes donc conviés à cette école et à apprendre les hiéroglyphes. Je vous remercie. Mon intervention va porter sur les points essentiels de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Bon, ceci sera présenté dans un français d'abord hautement scientifique, ensuite en français facile, je vais dire en même temps, et pourquoi pas en français ivoirien s'il le faut, pour que le message mieux passer. En fait, quel est le problème qui est posé? L'intellectuel africain a été persuadé, longtemps persuadé, que l'Afrique n'a pas d'histoire, à part son histoire coloniale ou précoloniale, quelquefois. La préhistoire, par contre, ne lui appartiendrait pas en propre. Parce que cette préhistoire est supposée multiraciale. Donc la préhistoire de l'Afrique aurait été initiée par un peuple multiracial. Le présent article vise à rétablir la vérité avec l'œuvre de Cheikh Anta Diop, bien sûr. Après avoir été combattu des années durant par bon nombre d'éminents égyptologues occidentaux et d'intellectuels africains surtout, les points essentiels de l'œuvre de Cheikh Anta Diop sont tous confirmés par les travaux récents. Quels sont ces points essentiels? Premièrement, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ceci a été énoncé par feu Dr Leakey, qui a dit que ce berceau de l'humanité partait de la région des Grands Lacs et de la vallée de l'Omo. Cheikh Anta Diop, on le sait, disait la même chose, mais il ajoutait que cela était vrai non seulement au niveau des australopithèques, des kéniapithèques si vous voulez, mais aussi au niveau de l'Homo erectus et de l'Homo faber. Je reprends, Cheikh Anta Diop disait que ce berceau de l'humanité était vrai non seulement au niveau des australopithèques, de l'Homo faber, de l'Homo erectus, mais encore au niveau de l'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire de l'homme moderne que nous sommes. Les travaux, évidemment, pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? C'est parce qu'on sait qu'il y a eu des tentatives pour montrer que les trois types d'Homo qui ont peuplé la Terre, seuls les deux premiers sont partis de l'Afrique, c'est-à-dire l'Homo erectus et l'Homo faber.
Mais le troisième, qui est l'Homo sapiens sapiens, notre propre et direct ancêtre, l'ancêtre le plus proche de l'homme moderne, serait lui parti d'Europe. Faux. Pour étayer cette thèse, on fabriqua et on enterra un fossile, un faux. Il s'agit du fossile assez célèbre dans l'histoire de l'anthropologie, de la paléontologie, qu'on appelle l'homme de Piltdown. En réalité, il a été préfabriqué par un savant aussi que le fossile lui-même, qu'on appelait Charles Johnson, en 1912, qu'il avait auparavant enfoncé à 1,50 m de profondeur dans les graviers de la rivière de Lousse, dans le Sussex, en Grande-Bretagne. Suivez bien mon regard. Il faudra attendre depuis 1912 jusqu'à 1954, 40 et quelques années, pour qu'un autre savant anglais, de bonne foi celui-là, travaillant au British Museum, ou Ackley, il s'appelle, détermine que c'est un faux fabriqué de toutes pièces et qu'il était fait d'une juxtaposition d'un crâne d'homme moderne au front haut et d'une mâchoire de singe dont on aperçoit les canines. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, les trois types d'homos qui ont peuplé la Terre sont partis effectivement de l'Afrique. Ceci a été confirmé par les dires de Cheikh Anta Diop et par les recherches de Cheikh Anta Diop lui aussi. Les travaux récents du savant allemand Joseph Rashtan, qui a écrit L'émergence de l'homme, confirment cette thèse. Reichow enseigne la biologie et l'écologie à l'université de Munich et son livre a d'ailleurs a été élu comme étant le livre de l'année 1990, par la très célèbre revue scientifique allemande Nature. Reichow dit ceci, que la sortie de l'homme du continent africain s'est produite en trois étapes, en trois phases, à l'ère quaternaire. En effet, les formes successives d'hominidés, donc, si vous voulez, issues de l'Australopithèque, ont quitté par trois fois la terre natale africaine. Il y a eu d'abord l'Homo erectus, le premier qui a quitté l'Afrique et qui a colonisé l'ancien monde. Il y a eu ensuite le Néandertalien, qui en a fait autant plus tard. Et puis, comme je disais tout à l'heure, notre véritable ancêtre, l'homme moderne, de l'homme moderne, l'Homo sapiens sapiens, lui aussi a quitté l'Afrique pour se répandre à travers le globe, je veux dire sur les 5 continents. L'humanité, deuxième point soulevé par Cheikh Anta Diop, confirmé par Cheikh Anta Diop, c'est que l'humanité née en Afrique, sous la latitude du Kenya, était donc négroïde. Vous l'avez lu dans Civilisation et Barbarie. Parce qu'une humanité née sous la latitude des Grands Lacs, presque sous l'équateur, est nécessairement pigmentée et négroïde. La loi de Glover, qui est une loi de l'anthropologie physique, veut que les animaux à sang chaud soient pigmentés en climat chaud et humide. Troisième point essentiel soulevé par Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, vous savez, a été combattu pour tous ces points qu'il avait soulevés. C'était ça sa particularité. Il n'a pas créé la paléontologie, mais les faits étaient tellement épars, il n'y avait pas d'harmonie entre les faits. On ne pouvait jamais énoncer, par exemple, que l'Afrique était le berceau de l'humanité. On pouvait dire qu'il y a plusieurs sortes de recherches de fossiles à divers endroits du monde. Mais tisser le lien entre ces différentes recherches et construire une théorie cohérente, cela n'a pas été fait. Cheikh Anta Diop a été initiateur de cela. Troisième point, je disais, Cheikh Anta Diop a énoncé que la civilisation pharaonique a commencé en Haute-Égypte, c'est-à-dire du sud
au nord. Et le roi du sud, et non, en Basse-Égypte, c'est-à-dire du nord, de la région du delta, vers le sud. Le roi du sud, de la Haute-Égypte, de cette époque, qu'on appelait Ménad, 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est lui qui a conquis le delta. Alors, là, tenez-vous bien, pourquoi est-ce que nous insistons sur ce point? Dire que la civilisation est partie du sud au nord veut dire que la civilisation est partie de l'Afrique vers le reste du monde. Mais dire que la civilisation est du nord de l'Égypte, c'est dire que certainement, il a pu avoir des peuples caucasiens ou des peuples sémitiques qui sont venus se mélanger à des peuples africains au nord, et donc la civilisation égyptienne serait une civilisation multiraciale. Vous voyez un peu l'absus. Cheikh Anta Diop a énoncé ceci, et cela a été confirmé par Jacques Labeyrie dans ses recherches. Jacques Labeyrie a écrit L'homme et le climat, l'émergence du delta du Nil, descente des eaux de la montée des eaux. Je vous donne un peu de bibliographie. Et Jacques Labeyrie a aussi eu un prix. Il a aussi un prix pour cette publication. 4 points. Cheikh Anta Diop a énoncé que les anciens Égyptiens responsables de la civilisation pharaonique étaient des Noirs africains, comme tous les autres Noirs africains, anciens, ceux du Moyen-Âge, contemporains ou modernes, du Ghana, de la Libye, du Mali, du Songhai, de l'Ouganda, etc., de toutes les ethnies africaines. Du reste, a-t-il ajouté, les Égyptiens eux-mêmes appelaient leur pays Kémite, ce qui notamment signifie le pays noir qu'on appelle actuellement l'Afrique noire. Le fait de l'Égypte pharaonique négroïde est aussi confirmé par les témoignages des anciens, comme vous le savez, des Grecs surtout, Hérodote, Diodore de Sicyphe, Platon, Strabon, etc., Pythagore, Thalès, Anaxagore. Vous n'avez qu'à voir aussi comme référence le livre du Père Rouven, source grecque de l'origine négro-africaine des Égyptiens anciens. La civilisation de l'Égypte ancienne est donc l'apogée d'un long processus ayant comme point de départ l'Afrique orientale et australe, en passant par la Nubie mérodique, c'est-à-dire faisant partie du Soudan actuel. Cette civilisation va aussi très vite essaimer toute la planète et exercer une forte influence, notamment sur ses voisins de la Méditerranée, que sont la Palestine, la Syrie, l'Arabie, Sumer, la Grèce, la Crète, etc., pour ne citer que cela. Et vous savez que l'Égypte, donc, de culture africaine, apportera beaucoup aux autres civilisations dans l'Antiquité, dans les domaines que vous savez, scientifiques d'abord, les mathématiques, la médecine, l'astronomie, l'astronautique, l'architecture, etc. Et que des noms tels que Pythagore et des théorèmes, comme je l'ai démontré à mes étudiants, attribués à Pythagore et à Thalès, ne sont en vérité que des énoncés scientifiques déjà énoncés dans les papyrus. En 1850 avant Jésus-Christ, à Moselle, présenté ce théorème, dit actuellement que le théorème de Pythagore. Je le démontre en 10 séances à partir de la démonstration en écriture hiéroglyphique à mes études. Que le nombre pi, en ce temps, avait été trouvé comme égal à 3,16. Bien sûr, 2000 ans avant Jésus-Christ, et maintenant 3014, vous voyez un peu l'influence. Dans le domaine religieux aussi et ésotérique, le culte d'Isis, par exemple, fut le précurseur des religions actuelles dites révélées, christianisme, islam, etc. Pour cela, je peux vous permettre de vous donner encore de la bibliographie des origines égyptiennes du christianisme et de l'islam. Se référer donc à
Sarwat Ali. Dans le domaine philosophique aussi, la philosophie africaine de la période pharaonique de Théophile Obenga vous situe donc sur l'apport de l'Afrique noire dans la philosophie, dans l'Antiquité. Point énoncé par Cheikh Anta Diop, c'est la parenté culturelle entre l'Égypte pharaonique et l'Afrique noire. C'est un dossier qui continue à s'amplifier d'année en année, depuis les travaux importants des égyptologues anglais, Flindry Petrie. Au niveau de l'anthropologie sociale, par exemple le matriarcat, l'organisation sociale, aussi avec les travaux des égyptologues africains, Moussa Lam, de l'université Cheikh Anta Diop, traitant des faits de civilisation. Dans les domaines de la circoncision, des rites funéraires, de la cosmogonie aussi, l'Afrique noire rejoint l'Égypte. Et l'Égypte éclaire l'Afrique noire. Sixième point relevé par Cheikh Anta Diop dans ses travaux, c'est la langue. La parenté linguistique entre la langue égyptienne ancienne, le copte, et les langues africaines modernes aussi aujourd'hui est confirmée. Référez-vous au livre de Théophile Obenga, Parenté génétique de l'égyptien pharaonique et des langues négro-africaines. Donc, toutes les langues négro-africaines sont apparentées à l'égyptien ancien. Vous parlez, bon, pour la Côte d'Ivoire, prenez un exemple, si vous parlez baoulé, vous parlez égyptien ancien sans le savoir. Vous parlez d'été, vous parlez égyptien ancien sans le savoir. Vous pourrez, si vous apprenez les hiéroglyphes, déceler des centaines ou des milliers de mots de l'égyptien ancien dans vos langues naturelles, dans vos langues maternelles, si vous voulez. Commencez par les apprendre d'abord, bien sûr. Les récents travaux de Gilbert Ngom vont dans le même sens. Il est établi aujourd'hui que l'égyptien ancien appartient au domaine linguistique africain et qui ne comporte que quelques mots sémitiques d'emprunt. De même que si vous prenez une langue comme le Swahili comporte quelques mots arabes d'emprunt. Mais cela ne veut pas dire que le Swahili est une langue arabe. D'accord? Du reste, le colloque international du Caire, organisé par l'UNESCO en 1974, autour d'éminents égyptologues du monde entier, avait clairement reconnu et retenu que l'égyptien ancien n'était pas une langue sémitique, ni indo-européenne. Donc la famille de langues artificiellement créée par les égyptologues occidentaux et qu'ils appellent famille kamito-sémitique ou afro-asiatique, qui engloberait les langues africaines et les langues sémitiques, n'a jamais pu être reconstruite par la méthode de la linguistique historique, comme on a voulu nous le faire croire. Donc, Cheikh Anta Diop a encore prouvé que l'égyptien ancien était purement et simplement une langue négro-africaine. Je vous ai relevé rapidement quelques points de l'œuvre de Cheikh Anta Diop pour lesquels il a été combattu et finalement l'histoire nous prouve qu'il a raison sur le plan scientifique. Cheikh Anta Diop, avant de mourir, parcourait les universités pour chercher des contradicteurs. Il n'en trouvait pas. Des contradicteurs. Ainsi, il nous a dit de conseiller de nous armer de sciences jusqu'aux dents. Et c'est ce que je répète ce matin aux étudiants dans cet amphi. Armez-vous de sciences jusqu'aux dents pour pouvoir faire face aux falsifications énoncées tout à l'heure par le représentant de l'Union africaine. Allez-y directement à la connaissance directe. La connaissance qui vous permettra de retourner aux sources
et de reprendre la traduction, de reprendre l'interprétation correcte des hiéroglyphes pour votre histoire, car les falsifications ont vécu et ont été à la base de toutes les nuisances, si vous voulez. Actuellement, beaucoup parmi les intellectuels africains ne font pas cet effort de revenir à la source. L'aliénation dominante, l'aliénation étant telle qu'ils n'osent même pas. Et puis ensuite, des raisonnements tels que nous sommes dans le monde de l'électronique et que le passé n'est point intéressant pour nous, il faudrait donc aller dans la mondialisation. Mais la mondialisation suppose qu'on apporte aussi du sien. D'accord? La mondialisation suppose aussi de donner et de recevoir. Qu'est-ce que l'Afrique apporte dans la réalité, dans la mondialisation? Il faut que l'Afrique apporte quelque chose. L'Afrique est le continent le plus riche, on vous l'a dit tout à l'heure, mais en même temps le plus pauvre. Contradiction inadmissible. En résumé, il est devenu donc plus que urgent que l'Afrique et sa diaspora d'abord revendiquent leur histoire et se réconcilient avec elle pour bâtir un futur approprié. Dans ce cadre, les antiquités égypto-libyennes doivent être désormais étudiées, expliquées, commentées, diffusées, non pas comme des antiquités mortes, n'appartenant à aucun peuple encore vivant, mais comme des antiquités classiques du monde contemporain. Et la nécessité de cette prise de conscience culturelle et hardiment exprimée par le savant et le professeur Cheikh Anta Diop se fait de plus en plus nette, notamment dans les communautés noires aux États-Unis et dans les Antilles, autrement dit dans la diaspora. L'éducation africaine rénovée, le développement des études africanistes, la circulation de l'information culturelle et scientifique en Afrique noire, les masses médias, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'enseignement de l'histoire, du droit, des sciences, l'architecture, etc., la sociologie, tout cela doit pouvoir se faire désormais en Afrique en ayant face à soi les civilisations de la vallée du Nil. Non pour les assumer en tant que tradition ancestrale, mais en tant que bien culturel du monde noir. L'Afrique doit renouer avec ses antiquités égypto-libyennes, de même que l'Europe l'a fait avec ses antiquités gréco-romaines. Cette idée centrale de l'œuvre du Cheikh Anta Diop est plus que jamais d'actualité, au moment où divers mouvements sont en cours à travers toute l'Afrique pour libérer les États africains des derniers bastions du colonialisme et du néocolonialisme. L'œuvre de Cheikh Anta Diop est donc là, inébranlable, solide, dans ses fondements théoriques, dans ses arguments historiques et scientifiques, dans ses perspectives. La jeunesse africaine que vous représentez ici, cette jeunesse africaine doit trouver là des moyens d'espérer et de travailler dans le sens de l'histoire et non à contre-courant de celui-ci, et pour un idéal de fraternité humaine, de bonheur de l'esprit humain. Je vous remercie. Merci de prêter. Avant que le maître de presse